Une des plus grandes peurs de l'homme, si ce n'est la première, c'est la peur de la mort. La peur de mourir. La peur de la perte d'un proche. Mais la mort, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas beaucoup. Alors si ça vous gêne ou si ça vous met mal à l'aise que je parle de ce sujet, et si vous estimez que ça heurte votre sensibilité, je vous invite à sortir de la pièce, que ce soit maintenant ou durant les prochaines minutes. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la mort et de la fin de vie et de ma relation avec ces deux sujets qui sont pour moi importants, qui me tiennent à cœur et qui doivent être mis en lumière. Mais avant de commencer, j'aimerais vous donner deux définitions que j'ai trouvées sur ces sujets qui m'ont paru satisfaisantes pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc la mort, c'est défini comme étant la cessation complète et définitive de la vie d'un être humain, ainsi que les manières de mourir et les circonstances qui accompagnent la mort. La fin de vie est définie comme étant les moments qui précèdent le décès d'une personne. Un jour, alors que j'avais 8 ans et suite au décès du grand-père de mon ami, je demande à mon papa « Mais en fait, la vie, c'est la mort ?» Et il me répond « Bah oui ». En fait, ce jour-là, je me rends compte que la mort, c'est pas si grave. Je veux dire, la vie ne va pas sans la mort, et la mort ne va pas sans la vie. Finalement, la mort rend la vie précieuse, qui vaut le coup d'être vécue. Et ce qui est génial, c'est qu'en étant ici, nous tous, vous et moi, on a le droit à la vie. On a tous le droit à la vie en France. Mais par contre, on n'a pas le droit à la mort. En tout cas, on n'a pas le droit de mourir ou de vouloir mourir. Pourtant, moi, je vois le droit à la mort comme un droit fondamental. Je veux dire, c'est comme le droit à la vie, comme le droit de contrôler son propre corps, comme le droit à l'avortement, par exemple. Mais en France, il faut nous maintenir en vie, quoi qu'il en coûte. En France, on meurt mal, et on meurt mal parce que la législation de la fin de vie est centrée sur la sédation profonde et le soulagement de la douleur. Finalement, on agit sur le bas de la chaîne et pas sur le haut. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui auraient besoin d'une aide à mourir en toute dignité, des personnes malades physiquement ou mentalement, des personnes en EHPAD, donc des personnes âgées, mais aussi des personnes moins âgées. Bref, il devient urgent, primordial et nécessaire en France de légaliser une aide à mourir en toute dignité. Parce que comme on doit pouvoir contrôler sa propre vie, on doit pouvoir aussi contrôler sa propre mort. Il y a très exactement 2 ans, 1 semaine et 1 jour, j'ai perdu ma maman. C'était le 9 mars 2022. En fait, le 12 juin 2020, j'apprends que ma maman a une maladie du cerveau, une DFT. DFT pour dégénérescence ou démence frontotemporale. La DFT est une maladie proche de la maladie d'Alzheimer, où le cerveau dégénère, il désapprend si on veut. C'est une maladie neurodégénérative qui entraîne entre autres des difficultés pour parler et communiquer, des troubles du comportement et de la personnalité, des difficultés à se mouvoir dans l'espace. Il se trouve que la DFT est une maladie découverte récemment en 2010 et qui officiellement affecte 6000 personnes en France, officiellement parce qu'en fait c'est une maladie très difficile à détecter et donc elle peut être là sans qu'on sache qu'elle est là. Et elle est tellement récente et complexe qu'elle est incurable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède. La question est, vous, que feriez-vous si vous appreniez que vous avez une maladie incurable qui vous provoque des souffrances physiques et psychologiques ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que des maladies dégénératives, il y en a plein, et il y en a qui affectent directement le physique, donc qui entraînent des changements physiques et des souffrances physiques, mais du coup aussi des souffrances mentales et psychologiques, comme par exemple la maladie du Parkinson ou la maladie de Charcot, qui sont des maladies difficilement curables et dans lesquelles généralement on peut seulement essayer de freiner le développement de la maladie. Et comme j'ai dit, d'un autre côté, il y a les maladies qui affectent directement le cerveau et qui vont donc entraîner des changements physiques puisque le cerveau gère les muscles, mais aussi et surtout des troubles du comportement, de la personnalité et des changements mentaux. Et c'était donc le cas de ma mère. Alors que faire et comment faire ? Se laisser mourir ou décider de se prendre la vie par soi-même tout seul ? Alors oui, techniquement, c'est possible de décider de mettre un terme à sa vie parce qu'on subit des souffrances et qu'on estime que c'est la seule solution. Mais en France, il est seulement possible de le faire seul, caché, sans être accompagné de ses proches, sans le dire à personne, donc finalement de manière indigne. En fait, quand on décide de se suicider en France, puisqu'il faut utiliser les bons mots, on ne peut pas le dire à quelqu'un, au risque de mettre cette personne dans une situation de complicité d'homicide. En fait, en France, mettre un terme à ses souffrances, c'est hors la loi. Et c'est la loi de Claeys-Leonetti qui encadre justement la fin de vie en France et qui ne permet pas malheureusement d'avoir une aide active à mourir. Alors certes, elle introduit en 1991 les soins palliatifs, qui sont les soins continus et actifs qu'on donne à un patient pour
soulager sa douleur, apaiser ses souffrances psychiques et essayer le plus possible de lui apporter une fin de vie digne. Cependant, c'est extrêmement limité comme solution, ça n'agit que sur des conséquences. Alors en 2002, cette loi, elle introduit aussi l'obligation d'avoir le consentement du patient pour poursuivre tout traitement ou acte médical. Et enfin, elle est dernièrement modifiée en 2016 pour stipuler que tout patient a le droit à une fin de vie digne. Mais ça veut seulement dire qu'en fait le patient a le droit donc de faire un document écrit pour exprimer ses souhaits de fin de vie. Il peut stipuler son souhait de poursuivre un traitement ou alors de le limiter, de l'arrêter ou de le refuser aussi. Et c'est un document que le médecin peut réutiliser si jamais le patient ne peut plus s'exprimer. Mais malheureusement, ça permet seulement au médecin de plonger le patient dans une sédation profonde. Encore une fois, c'est une possibilité extrêmement limitée à des cas qui sont aussi eux-mêmes limités. Puisqu'encore une fois, le problème est le même, comment fait-on quand il n'y a pas de traitement? Comment fait-on quand la maladie évolue un peu plus chaque jour et nous provoque des souffrances quotidiennes? En France, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, qui milite activement pour légaliser une aide active à mourir, donc l'euthanasie ou le suicide assisté, et aussi pour assurer un accès aux soins palliatifs universels, et que ce soit voté par le Parlement. Son objectif, et je cite, est que chacun puisse bénéficier à sa stricte demande d'une mort consentie, sereine et digne. Et selon une étude de l'IFOP en juin 2023, c'est ce que 90% des Français interrogés souhaiteraient. Alors le président de la DMD, Jonathan Denis, montre bien le problème sous-jacent, qui est celui que les malades n'ont pas le temps d'attendre. Ils n'ont pas le temps d'attendre qu'une nouvelle loi passe en France. Puisqu'en fait, une maladie, ça peut dégénérer très vite, ça peut évoluer très vite, progresser très très vite. Et c'était le cas de ma mère, qui depuis l'annonce de la maladie a vu sa maladie progresser d'autant plus vite, et qui donc souhaitait mettre le plus tôt possible un terme à ses souffrances avant qu'elle ne puisse plus le faire, avant que la maladie lui prenne sa santé d'esprit, sa clarté et sa lucidité. En fait, elle n'avait pas le temps d'attendre qu'Emmanuel Macron et son gouvernement fassent passer une loi sur la fin de vie. Pourtant, dans les autres pays à l'étranger, c'est possible et ça fonctionne. Il y a déjà de nombreux pays qui ont plus ou moins récemment autorisé une aide active à mourir. Et ces pays sont assez nombreux, je ne pourrais donc tous les citer aujourd'hui. Mais déjà, il y a presque 22 ans, en 2002, la Belgique a dépénalisé le fait qu'un médecin puisse accompagner activement un patient vers la fin de vie. Le médecin administre alors au patient une dose létale qui met intentionnellement fin à ses jours. Il y a des conditions, le patient doit être atteint d'une maladie incurable, avoir des souffrances physiques et ou psychologiques, et le médecin doit aussi s'assurer qu'il n'a subi aucune pression extérieure pour faire cela. Il y a un an, le journaliste Alan Henry sort sur le média Vakita un documentaire qui retrace justement l'exemple de Sandra, une patiente qui est partie en Belgique pour recourir à l'euthanasie. Le quotidien de Sandra n'est alors plus que souffrance et douleur physique qu'elle subit suite à une malformation de la mâchoire et suite à 3 opérations. La vie de Sandra n'est en fait plus une vie. La médecine actuelle et la chirurgie ne pouvaient plus rien faire pour elle. Comme son entourage le décrit si bien, c'est une boucle infernale sans solution médicale, où l'entourage se sent bête, impuissant et spectateur, tout comme le patient lui-même, spectateur de sa propre vie. Sandra consulte alors plusieurs médecins belges et suite à l'étude précise de son dossier et à de nombreuses questions sur son parcours, lui donne leur accord pour une euthanasie en Belgique. Accompagnée de sa famille, Sandra fait alors plus de 1000 km pour se rendre à Bruxelles et partir en paix, entourée et avec dignité. Et la Belgique n'est pas le seul pays à permettre ce type d'aide. En Suisse aussi, il y a le suicide assisté, ou en fait, plus précisément, on l'appelle la MVA, ça veut dire la mort volontaire assistée. Et c'est différent de l'euthanasie car la MVA permet au patient de s'administrer à lui-même la dose létale, soit par perfusion, soit par solution buvable. C'est encadré en Suisse par des associations qui sont elles-mêmes entourées de médecins, d'avocats et d'autres aidants, et il y a des conditions, notamment la première qui est la suivante, le patient doit être capable de discernement, il doit être totalement conscient de ce qu'il fait. Et aussi, les autres aidants ne doivent pas avoir de mobile égoïste. Et c'est pour cette raison-là que ma maman n'avait pas le temps d'attendre une loi, puisque sa DFT aurait pu lui prendre cette capacité de discernement. Elle n'avait pas le temps d'attendre. Et dans le cas justement des maladies du cerveau dégénératives, le patient a plusieurs rendez-vous avec plusieurs médecins, dont un psychiatre, qui va attester de cette capacité de discernement. Et finalement, il y a énormément d'autres pays qui permettent ce type d'aide. En Espagne, en 2021, est dépénalisée l'euthanasie, mais aussi depuis 2016 au Canada est mis en place une assistance au suicide, et c'est le cas aussi aux Pays-Bas depuis 2002, qui permet à la fois le suicide assisté et l'euthanasie.
Mais il y a d'autres pays, il y a le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande et même l'Autriche et dans certains États australiens et américains, il y a une aide active à mourir. Mais en France, il n'y a rien. Le 12 juin 2020, donc, moi et ma famille apprenons pour la maladie de ma mère. C'est à la fois un choc et en même temps c'est irréel, puisqu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on ne comprenait pas exactement la portée de la maladie. Mais quand on croit que les pires choses arrivent toujours aux autres, on découvre que c'est plus vrai. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est le cas de l'acteur américain Bruce Willis, à qui on a diagnostiqué une DFT en 2023. Et comme son entourage le dit, c'est une douleur de l'apprendre et en même temps c'est un soulagement de connaître la raison, la cause du problème. Moi et ma famille avions aussi ce sentiment. Cela faisait un petit moment que ma maman savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, sans pouvoir poser de mots ou de diagnostic dessus. Elle a passé beaucoup d'examens médicaux généraux qui n'ont pas permis de détecter la DFT. Comme je l'ai dit, c'est une maladie très difficile à détecter, et donc elle s'apparente souvent à une dépression. Nous avons donc appris pour la maladie en 2020, mais en réalité elle devait déjà être installée depuis au moins 2-3 ans sans qu'on le sache. Et quand on le sait, on se sent impuissant. Impuissant parce qu'on ne peut rien traiter, rien soigner. Les quelques séances chez le kiné et l'orthophoniste ne font qu'essayer de traiter des conséquences déjà trop présentes dans le quotidien du patient, et dans le cas de ma mère qui n'avait pas beaucoup l'air d'aider à freiner le développement de la maladie. Ces solutions ont été un peu des fausses solutions. Le pansement ne collait pas ou alors la plaie était trop grosse. Mais alors pourquoi vouloir s'acharner à faire coller un pansement qui ne colle pas? À quoi bon vivre si on ne peut pas profiter de la vie? Et pourquoi vouloir une mort lente dans la souffrance alors qu'on pourrait partir en quelques secondes en s'endormant et sans souffrir? On est en 2024, je pense qu'il est important de parler de la mort et de ce qu'on en pense, puisque ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Le 9 mars 2022, en Suisse, notre verdict est tombé. Le 9 mars 2022, j'ai vu ma maman tourner la molette pour activer sa perfusion. Sa perfusion qui l'a plongée dans un sommeil éternel. Je l'ai vue partir apaisée, soulagée et heureuse d'être entourée de sa famille. Et finalement, j'ai une chance énorme. Qui peut dire dans sa vie qu'il est resté jusqu'à la fin de la vie d'un proche? Moi, j'ai eu cette chance, mais pas tout le monde a les moyens de l'avoir. Je suis donc reconnaissante qu'elle ait pu avoir ce choix et cette chance, mais surtout qu'elle ait pu avoir le contrôle sur son corps, qu'elle ait pu se sauver de ses souffrances et de cette maladie. Elle a vaincu la maladie grâce à la MVA car c'était la seule vraie façon de le faire. Et comme on doit pouvoir choisir ce qu'on fait de sa vie, on doit aussi pouvoir choisir ce qu'on fait de sa mort. Finalement, j'ai beaucoup parlé de mort aujourd'hui, mais tout ça c'est plutôt une éloge à la vie. Le fait que la vie est une fin, c'est ce qui la rend précieuse. La vie c'est un cadeau et c'est une opportunité. Une opportunité d'accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. De s'épanouir, de se libérer de ses peurs, de se montrer tel qu'on est et d'oser le faire. Je suis très reconnaissante d'être avec vous aujourd'hui, je ne voudrais être nulle part d'autre ailleurs, mais surtout merci de votre bienveillance et merci de m'avoir écoutée.